Les rencontres de Thomas Baumgartner. Dans quel état on sort de cette heure-là, sportive autant qu'artistique? On sort un peu décalé, comme ça. Ouais. On va dire que le centre, il n'est pas très centré. Voilà, tout simplement. Non, mais en vrai, c'est une pièce, un peu de ces matières, le Dervish Tourneur. C'est une belle matière à vivre, en fait. Tu rentres dans un état qui est assez intéressant. Donc, en vrai, c'est toujours à l'intérieur, ça se passe 10 000 choses, tu as 10 000 informations, donc ça te demande vraiment d'aller chercher à l'intérieur. Du coup, en vrai, c'est super agréable, même si j'ai fini le spectacle un peu décalé et un peu fatigué, ouais, effectivement, un peu physique, c'est Fatigué, mais intense. il y a une forme de transe quand même, vraiment, comme puisqu'on parle de derviche. Oui, ouais. oui. Après, il y a évidemment une écriture, donc il faut que je continue à la suite de spectacle. Mais il y a des moments où, oui, tu perds un peu la notion de temps. En fait, tu es parti dans la force centrifuge. Et donc, tu déconnectes un peu, ouais. Et Mara Bijajac, vous, votre travail sur ce spectacle-là, c'est à la fois la mise en scène avec Juan, mais aussi la dramaturgie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aider une forme d'écriture du spectacle avec les différents éléments, parce qu'il y a évidemment le mouvement, le corps, la roue, ça évidemment on va en parler, et puis il y a les images, il y a la musique, il y a les sons, tout ça se combine, il y a une vraie composition, c'est votre rôle à vous, ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Peut-être juste redire un peu que du coup, il y a eu une commande de texte. Donc, c'est pas une écriture pure de plateau. Et donc, mais ça a vraiment été un matériau. Donc, en fait, c'était vraiment d'arriver à faire dialoguer, je dirais, la vidéo, le plateau, la lumière, le texte et le son qui racontent, qui prennent les relais de l'histoire à plein de moments, en essayant que chaque écriture trouve sa place. Et aussi, c'était un gros enjeu avec les vidéastes, donc Claire et Yann, parce que l'écran, c'est quand même vraiment quelque chose qui aspire, quoi, qui avale, c'est très très présent. Donc voilà, c'était d'essayer de trouver l'équilibre aussi entre le plateau et comment on pouvait être en va-et-vient, pas toujours de manière binaire, je dirais, pas soit l'un, soit l'autre, mais ensemble. Il y a une écriture quasiment musicale entre les deux, il y a une sorte de contrepoint, c'est-à-dire qu'il y a un récit sur le plateau, il y a un récit sur l'image, ça se complète, ça s'éloigne, ça se rejoint. En ça, oui, on parle d'une écriture globalement musicale de ce spectacle. J'ai lu dans la description du spectacle, Juan, que vous parliez d'autofiction, parce qu'on a compris qu'il y avait une histoire personnelle, ce centre dans lequel vous avez été, entre 16 et 18 ans, de désintoxication. Mais à un moment donné, vous parlez d'autofiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends ce récit personnel pour le fictionner, pour aussi aller à des endroits de la fiction, comme ça permet de jouer de cette histoire et de la modifier si on a envie, des autres choses qu'on ne modifie pas. Et du coup, on peut prendre ça comme matériel. Et aussi, moi, ça me permet un peu de m'éloigner, on peut aussi prendre un pas de cette histoire qui est personnelle et qui a existé. Et du coup, ça me permet de garder une petite distance. Et j'aime bien cette définition parce que ça devient ce que c'est, quoi. Ouais. Oui, l'éloigner de vous permet de mieux le partager. En fait, effectivement, on part toujours de... moi, je trouve ce schéma bien de partir de quelque chose de personnel vers quelque chose d'universel. Parce qu'il faut qu'en fait, même si on parle d'enfermement, on parle aussi de reconstruction, on parle de passer à l'âge adulte, on parle d'adolescence, on parle de plein d'autres choses en évoquant l'enfermement, mais ce n'est pas forcément l'endroit qui est, en tout cas que pour moi pendant plusieurs années, moi j'ai jamais trop parlé de ça. Et du coup, moi je trouve qu'il y a d'autres choses à sortir de cette histoire et de ce spectacle. D'ailleurs, le texte n'est pas de vous, enfin pas seulement de vous, c'est Akimba, c'est ça qui Le texte, c'est Akimba, oui. En fait, c'est une commande de texte. En fait, avec Akimba, avec Mara et avec Arthur Barlett-Gillette qui a fait la création musicale et sonore. On a fait sous Chavif, Avignon. On a fait pourvu que la mastication ne soit pas longue. Et pareil, on était à cet endroit de différentes écritures, du cirque, du texte, de la musique. Et Mara aussi, qui était à la collaboration artistique de ces projets. Et chacun a mené ses graines.
Et du coup, c'est suite à cette rencontre-là, du coup aussi, pareil, l'univers des mots qu'Hakim a mené, que je me suis dit ça pourrait être super intéressant de l'inviter du coup à faire une commande de texte pour ce spectacle-là. Et du coup, oui, et avec Hakim, on a beaucoup travaillé avec des allers-retours, mais interviewé sur des histoires que j'avais vécues à l'intérieur du centre. Et me posait plein de questions super intimes, des fois qui allaient assez loin. Et on enregistrait, et après, il allait à l'écriture. De l'écriture, on allait au plateau, et des plateaux à l'écriture, et on révisait avec Mara. Et voilà, en fait, il y a eu beaucoup de travail sur les différentes écritures qu'il y a dans le spectacle, vidéo, musique, texte, cirque. Et c'est ce que vous dites dans le spectacle. Le travail ne s'arrête jamais, c'est ça le processus. Oui. Est-ce que c'est un peu ça, l'écriture sur un spectacle comme celui-ci? C'est on avance, on écrit ensemble. Est-ce que vous êtes d'ailleurs tous ensemble, puisque vous avez donné tous les noms, Arthur Gillette qui était un des membres du groupe Moriarty, qui maintenant fait la musique aussi pour la scène. Voilà. Oui, oui. Est-ce que vous voyez tous ensemble, autour d'une table, au plateau? Est-ce qu'on s'éloigne, on revient? Après, on a fait pas mal d'étapes quand même, parce qu'aussi là, pour dire, certaines images que vous voyez ont vraiment été tournées en Argentine. Donc en fait, il y a eu, je dirais, des résidences vidéo, il y a eu des résidences de plateau. Au début, on a commencé, par exemple, on a fait une première résidence que tous les deux, où on a cherché plein de trucs au plateau avec la roue, avec la GoPro aussi, c'est la caméra, du coup, ces images de faux direct, là où en fait on est vraiment dans la roue. Il y en a des tonnes en fait de la matière. Et après, on s'est rassemblés, quoi. Donc, pour mettre en boîte, mais ça dépend parce que les processus aussi sont pas les mêmes. Par exemple, Hakim, il vient et puis il repart, il écrit et puis il revient. Nous, on a avancé sur autre chose. Et puis il propose un matériau, et puis nous on lui dit ah ça c'est super, mais en fait là on a avancé, on est parti ailleurs, donc il fait ah ok je reviens la semaine prochaine, donc il part, il écrit, il revient, puis voilà, et puis après il y a ce moment quand même très intense où oui on écrit vraiment, on se dit tiens comment on va l'articuler, on s'est servi de ces phases qui sont les vraies phases du centre, on s'est dit tiens c'est intéressant ça pour le chapitrage de l'histoire. Parce qu'au début, on était parti sur un truc hyper expérimental, qui était super, mais franchement, on comprenait R. Donc, encore plus ovni que le festival. Ouais. Après, c'est vraiment c'est le processus, en fait. En fait, on est parti sur... même moi, quand je pars avec mon travail, je pars des lagrets, des Laroux. Et après, du coup, il y a des images qui viennent en tête. Donc, tu commences vraiment à créer depuis le rien, avec des petites idées. Et au fur et à mesure, commence à prendre forme. Donc oui, effectivement, on a passé par toutes les étapes. Même quand on est parti avec Yann Philippe et Claire Willman, qui sont là, les deux vidéastes. On est parti en Argentine et en fait, on a regardé des endroits où aller filmer, mais on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait filmer. Donc on était en impro total. Moi, il y a un moment où je suis parti pendant 1h30 avec la roussière, je ne sais pas où, dans 5 coins, et j'étais en train de faire des trucs un peu improbables. Et du coup, voilà, après, on prend tout ça comme matière et on l'utilise pour voir qu'est-ce que ça raconte au plateau aussi. Donc, il faut passer par des étapes d'impro, par des étapes d'écriture. Est-ce qu'on peut en parler de cette roue? Oui. Justement, la roue Cyr. Ouais. Du nom de Daniel Cyr, du Cirque Éloise, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Alors, de loin, on dirait un cerceau, de près, c'est vraiment une roue. Ouais. Ça pèse lourd? Ça pèse autour de 15 kilos, on va dire, c'est 13-15 kilos, mais quand on tourne, en fait, c'est plus lourd. Il y a plus de la force centrifuge fait qu'il y a plus de poids. C'est un objet qui apparaît en 2003 dans un festival qui s'appelle le Cirque de demain. Et c'est Daniel Cyr, du coup, un Canadien, qui l'a popularisé. Normalement, il s'est un peu fait à la taille pour faire l'acrobatie, la danse. Et là, moi, depuis quelques années, je travaille sur cette matière dans laquelle je lève la roue et je le fais tourner comme un derviche tourneur. Et du coup, je me suis aperçu que dans cette matière-là, moi, en quelque sorte, dans ma propre recherche, je me suis retrouvé à m'enfermer à l'intérieur de la roue. Et du coup, voilà, il y a, en fait, cet objet-là, il est très vivant. En fait, on peut faire 10 000 choses. Et cette roue, elle fait 3 mètres de diamètre. En fait, j'avais envie, j'ai fait différentes recherches physiques avec l'agrès. Et ces derniers temps, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Du coup, je vais faire une roue qui soit démesurée, qu'on ne peut plus rentrer pour faire l'acrobatie. Donc, personne
va me questionner sur pourquoi je ne fais pas de l'acrobatie à l'intérieur. Et du coup, voilà, je l'utilise comme ça pour tourner comme un derviche. Donc, ouais, c'est un objet que j'aime beaucoup dans sa simplicité. Elle raconte plein de choses. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'elle paraît légère quand vous l'utilisez, et on comprend quand vous nous racontez qu'il y a une énorme résistance physique nécessaire pour justement non seulement la lever, mais qu'elle tourne. Et vous parlez en même temps, on l'a vu, voilà tout le spectacle, et vous faites quelques pauses, hein, mais quand même, vous êtes longtemps dans cette roue, jusqu'à cette fin où justement il y a une forme d'élévation, une sortie de ce cercle qui a pu être aussi une forme d'enfermement, c'est ça aussi qu'on comprend. C'est un entraînement quotidien, cette roue? Ah, quotidien. Quotidiennement, je fais beaucoup de mails. Mais oui, je m'entraîne. En tout cas, mais je me suis formé. Je me suis formé au Centre national des arts du cirque, donc oui, on pratique quand même. J'ai pratiqué beaucoup. Aujourd'hui, on s'entraîne plutôt en résidence, en fait. D'ailleurs, on s'entraîne par rapport au spectacle que tu crées, en fait. J'ai peu de temps d'entraînement à part, voilà. Mais demande quand même se préparer physiquement, mentalement, pas trop fumer, pas trop faire la fête, voilà, ça demande un peu C'est du sport. Hein. d'être un peu rigide sur certaines choses. Sinon, après, au milieu du spectacle, tu as l'impression de mourir. Voilà. Est-ce qu'on peut improviser avec cette roue? Ouais. Ouais. Bah d'ailleurs, non. Et alors, juste un truc à dire que je trouve, en fait, vu que je tourne, je ne peux pas dire, ok, je vais faire 30 tours, et au bout de 31, je vais faire comme ça avec mon bras. En fait, l'écriture de cet agrès-là, ça s'écrit dans un schéma. Du coup, dans ces schémas, moi, je me permets de jouer. Et des fois, du coup, ça laisse cet espace à l'improvisation, on va dire. Mais on peut improviser, donc. Mais quand même, j'essaye de suivre un schéma, en tout cas. Mais ça permet beaucoup l'improvisation. C'est un agrès aussi super vivant, en fait. Tu la laisses seule, il a un rythmique, une sonorité. Et dès que je tourne très vite, je me laisse emporter par la force centrifuge, je me permets d'autres matières. Et si le sol glisse, ça permet d'autres choses. En fait, c'est vraiment très riche quoi, comme possibilité d'improvisation. Sur le sonore, on l'entend, cette roue. Vous l'utilisez aussi comme instrument. Il y a presque un écho avec la bande-son, d'ailleurs. Ouais, en fait, moi, j'aime bien travailler sur cette sonorité qu'elle a, ou même quand elle claque et on se rend compte du poids, ou comment des fois, j'ai joué aussi dans la matière, qu'elle puisse un peu être suspendue, ou d'un coup être super lourd et raconter, je sais pas, la vérité que ça raconte au plateau sur ce qui est en train de se passer. J'aime bien jouer de ça. Et du coup, on l'a cherché quand même, on l'a cherché. Et il y a un truc de l'enfance aussi avec une roue comme celle-ci. Il y a forcément un écho avec le cerceau, avec le jeu de l'enfance, avec voilà, ce qui se passe quand on a 7, 8, 10 ans. Enfin, il y a quand même cet imaginaire-là qui est là sur scène avec vous. Ouais, je trouve. Ouais. Je trouve il y a là-dessus aussi, bon, en tout cas, on l'a aussi trouvé dans le cerf-volant. Donc oui, forcément, ça, pour moi, à 16 ans, depuis ma vision aujourd'hui, bah, c'est l'adolescence pour moi. Mais aujourd'hui, ça parle aussi, oui, je sais pas, quelque chose d'enfant aussi, en fait, des jeux. Oui. Et vous dites quelque part, avec cette roue, j'ai les mêmes repères que pour le tango. En fait, c'est que bah, y a plein de choses. En fait, même quand je danse le tango. Et des fois, quand je danse, il y a des gens qui me disent est-ce que tu peux arrêter de tourner? Parce que je tourne beaucoup en dansant. Et à chaque fois, je dis écoute, si je tourne beaucoup, vous me dites parce qu'en fait, j'ai une tendance à tourner. Et du coup, non, il y a plein de choses en fait qu'on peut croiser notre pied. On peut faire. En fait, il y a plein de matières. Qui ressemble aussi. Moi, depuis que je commençais la roue, j'ai toujours, comme je viens de Lindy Hop Swing, de tango et de l'acrobatie. Et le premier rapport que j'ai eu à la roue, parce qu'il n'y avait pas de profs à l'époque, en tout cas, il n'y avait pas beaucoup quand je commençais, c'était vraiment la prendre comme un partenaire des danses qui me propose des espaces que je viens de s'occuper, sentir le contrepoids, comme on peut faire en Lindy Hop. Et du coup, voilà, il y a plein de choses que je lis de mon parcours de danseur avec l'agrès, oui. Donc oui, c'est du tango et c'est de la roue. Ouais.
Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment une part de danse dans ce qu'on a vu ce soir. Mara, est-ce que ça donne le vertige de travailler avec Juan de temps en temps, justement? Est-ce que ça fait tourner la tête quand on... Franchement, oui. Ouais. Mais on s'habitue. Mais c'est vrai que tous les essais, là, finalement, on n'a pas gardé tant que ça, mais tous les essais qu'on a fait avec la caméra dans la roue, bon, voilà, en plus, c'est vraiment très, très artisanal. On a vraiment passé des semaines à mettre de la feutrine sous des trucs, genre où je suis à 4 pattes cachée en train de lui jeter des trucs sur le sol pour que ça rentre dans l'image et tout. Ouais, ça, c'est un peu... Au bout d'un moment, en fait, on est perdu parce que c'est impossible de compter, en fait, la rotation. Mais en fait, on s'habitue. Mais par contre, je sais pas comment il fait. C'est trop. Ça, c'est Mais en trop. plus, après, tu vois la vidéo et la vidéo tourne. En fait, il y a tout qui tourne tout le temps. À un moment donné, à la fin de la semaine, t'es genre, j'en peux plus. Ouais, c'est. Et j'avoue que, comme on dit, Marin, vraiment, on a cherché tellement. En fait, il y a tellement, vous vous rendez pas compte, mais il y a tellement de matière qu'on a mis à côté, qu'on n'a pas gardé parce qu'on avait beaucoup trop. Et en même temps, bon, ça reste des choses qu'on va peut-être utiliser plus tard. Moi, j'aime bien aussi ça, qu'on crée quelque chose, du coup, qu'on tire un fil de quelque chose qu'on a laissé là, et que du coup, ça peut devenir une autre création. Donc, il y a un fil derrière, entre vos dernières créations et oui, il y a celle-ci. toujours un lien. Ouais. Moi, pour moi, c'est important qu'il y a du sens une pièce avec l'autre. Donc, ouais. Oui, il y a des éléments comme des bribes qui nous paraissent, dont on se devine que c'est le résultat d'une écriture plus large qui déborde de la page qu'on voit là, la place du ciel, la référence à l'enfance dès le départ. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui nous arrivent et qui font deviner la densité de l'écriture de cette pièce, jusqu'à cette question de la libération à la fin avec cette roue qui monte et vous au milieu, mais enfin posée. Il y a dans cette salle un micro qui est là. Si vous voulez poser quelques questions à Juan Ignacio Tula et à Mara Pigel-Jacques. En parlant de tourner, moi je voulais juste poser une question parce que des fois il y a des gens dans le public qui me disent que pendant que je tourne, ils font ça. Est-ce que ça vous est arrivé là? Ouais. Voilà. Ça c'est marrant quand même, non? Est-ce qu'il y a des questions? Je voulais savoir à partir de quel moment vous avez décidé d'agrandir votre roue pour faire. Pourquoi vous n'avez pas fait de la roussière? Ce que vous faites maintenant, pourquoi vous ne l'avez pas fait avec une roussière normale, entre guillemets normale? Il y a plusieurs choses qui sont là-dedans. Il y a une aussi, c'est une envie pour moi voilà, d'encore d'amener la roue à un autre endroit. En fait, moi, il y a très longtemps, j'ai fait une recherche avec mes pieds, où j'ai fait la manipulation avec les pieds. J'ai fait différentes recherches. Et je me suis dit, je suis arrivé à un moment où je me suis dit, j'aimerais bien maintenant, pas changer la forme parce qu'elle est ronde, mais en tout cas la mesure de la roue qui vient surdimensionner. Et ça, c'était une des choses. Mais pour ce spectacle, la chose que j'aime bien de cette roue, c'est qu'il y a un rapport des dimensions un peu étrange entre les pierres, entre la roue. En fait, parfois, j'ai l'impression que je suis sur Alice au Pays Merveille, quoi. Tu vois, que tu deviens tout petit, en fait, à côté. Et du coup, pour moi, ça raconte aussi l'adolescence dans ce sens-là. Voilà. Et après, c'est juste une envie aussi de chercher autre chose. Et après, avec la caméra, ça donne plus d'espace aussi. Voilà. Et puis une autre question, si je peux me permettre. Est-ce que vous avez rencontré des derviches, Turner? Non, en fait, en vrai, je suis allé pour Instant T, une pièce que j'ai présentée à Malakoff, à la Fabrique, il y a quelques années. Je suis allé en Turquie pour rencontrer des derviches, mais c'était un peu difficile en tant que, on va dire, touriste. C'était pas en lien avec des gens qui te font rencontrer. Les communautés sont très fermées. Donc, je n'ai pas vraiment rencontré. Mais la roussière, il s'agit de tourner. À la base de la roue, c'est faire la balle, c'est tourner. Et du coup, en gros, cette pratique de tourner sur moi-même, je l'avais déjà commencé il y a très longtemps. Et en plus, encore un truc à rajouter, mais j'ai toujours aimé tourner. Moi, depuis tout petit, je tourne sur moi-même. J'avais un kiff sur ça, en fait. Donc, c'est assez facilement, c'est venu évident pour moi. Voilà. La taille normale habituelle d'une roussière, c'est quoi? J'ai fait à la taille de chacun et chacune, mais ça peut être 1 mètre, je sais pas. Il y a des personnes qui font la roussière. Ils font combien? Ta roussière, Marika, elle fait combien? 1,75 m. Et toi, Clarisse?
Ah, voilà, tout pareil. Moi, la roussière, en fait, normalement, tu les fais un peu à la taille pour pouvoir faire l'acrobatie, pas être trop avec les bras très étirés, pas non plus écrasés. Donc, mais c'est fait à la taille. Et là, c'est 3 mètres, c'est ça, le diamètre? Ça, c'est 3 mètres là, tu essaies de la prendre, tu peux pas. C'est assez marrant, en fait. Ouais. J'ai trouvé très beau cette dimension documentaire, enfin auto-documentaire. Et en même temps, il y a quelque chose de, je trouve, poétique de s'exposer. Et en même temps, ça ne doit pas être facile. Enfin, je me posais la question de à quel moment tu décides de raconter une part de toi, même si tu dis qu'il y a de l'auto-fiction. Il y a quand même quelque chose d'oser s'exposer, oser exposer quelque chose qui, en plus, a priori, est pas très reluisant. Donc voilà, j'avais envie d'entendre un peu plus. Et puis juste une petite question, pourquoi tu la tournes jamais dans l'autre sens, la roue? Je tourne jamais à l'autre sens. Alors, déjà, je tourne à gauche. Et voilà, ça me plaît à gauche. On va dire. Et non, mais en fait, c'est... Non, mais en fait, figure-toi que l'autre sens, en fait, quand je tourne à droite, je m'arrête et j'ai des 1000 images qui passent comme ça. En fait, je n'arrive pas à tourner à l'autre sens. En fait, je n'aime pas, en fait. Je n'y arrive pas par de vrai. En fait, je peux m'entraîner de le faire, mais sincèrement, ça me met mal. Qu'à gauche, en fait, je peux faire pendant 3 heures et pas de problème. Et après, par rapport à la dimension de l'exposition personnelle, ça n'a pas été facile, hein, même pour moi. Heureusement, j'avais aussi Marin qui était là, il y avait aussi Andrea, toute l'équipe. Que des fois, mais sinon, si, parce que pour dire la vidéo d'archives que j'ouvre là, que c'est quand moi j'étais en centre de Santox, donc j'avais 18 où on voit les règles, et c'était la sortie en vrai, qui était filmée, et qui était en VHS, qu'on a dû passer du coup de VHS voilà, pour pouvoir le passer à l'ordinateur. Moi, je ne l'avais pas ouvert depuis des années. Dès que je l'ai ouvert, j'ai fait comme ça et j'ai pleuré pendant, je sais pas, 30 minutes avec Andrea qui m'a regardé aussi, pareil, il était mal. En fait, du coup, oui, il y a une part où ça retient un peu et c'est pas tout le temps facile. Il y a des fois où je suis là en disant, voilà, quand même, ça monte beaucoup. Et en même temps, je trouve que c'est touchant parce qu'on passe du coup de quelque chose qu'on raconte à quelque chose qui donne du poids, et moi je trouve ça beau. Et après je trouve que c'est bien, je me suis dit aussi que ces sujets qui peuvent être l'enfermement, les drogues, voilà, d'autres sujets qui débarquent avec tout ça, c'est super de le montrer et de le discuter, parce que des fois on n'en parle pas trop, j'ai l'impression. Du coup, des fois je pense à ça, de dire bon, ils vont raconter cette histoire et ça va peut-être faire à la maison, parler d'autres choses, etc. Donc, il y a cette dimension-là qui m'a fait dire, OK, je vais le faire. OK, je m'ouvre à montrer ça. Mais est-ce que ça veut dire que faire quelque chose, écrire quelque chose, monter quelque chose sur scène autour de cette période pour la raconter de cette manière-là, c'est aussi une manière de dépasser encore plus cette période? Alors, moi, ça, je ne sais pas, parce qu'en fait, moi, en vrai, moi, je suis dépassé assez. En fait, je veux dire, pour moi, c'était le dernier truc que j'ai raconté. En fait, toute la grande part des gens que je rencontre, je ne raconte pas ça, en fait. Pour moi, c'était vraiment lié au fait qu'à la roussir, dans ma propre recherche, je me suis retrouvé inconsciemment à m'enfermer et à travailler sur des choses qui amènent à une forme de violence, une forme de douleur. Et du coup, je me suis dit, prenons ça comme matière, parce que si ça leur inconsciemment, je parle de ça dans d'autres spectacles, pourquoi pas le prendre comme matière première, en fait. Mais moi, je suis dépassé, en fait. Je ne sens pas que ce soit quelque chose de personnel à dire pour aller mieux. Non, ça c'est dépassé depuis très longtemps. Et c'est pour ça que c'est possible de le mettre sur scène, alors. Oui, possiblement, ouais, très possiblement. Question. Deux. Ici et ensuite là. Ouais. Moi, c'était juste une remarque par rapport au format de votre roue. Moi, ça me faisait vraiment penser à un espace mental quand on commence un peu à tourner en boucle sur des idées et qu'il y a quelque chose qui nous obsède et ça parle très bien de ça. Et en même temps, comment tout d'un coup on arrive à avoir une certaine aisance dans ce plaisir à tourner et à rester dans des idées obsédantes. Ça parle très bien de ce rapport à la pathologie qu'on s'en approche tous. Des fois, on reste un peu bloqué là-dedans, ou
des fois il y a des gens qu'il faut qu'on aide un peu à sortir de ça. Et c'est vraiment très intéressant. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Et déjà, merci beaucoup pour la pièce. C'est incroyable, je trouve très émouvante et très inspiratoire. Inspirante. Merci. Et surtout, la poésie presque que lorsque tu es dans la route, tu es enfermé, littéralement. Et ça devient une barrière circulaire. Et un peu l'idée qu'il a dit est de tourner en rond et tout, et presque avoir l'idée c'est une métaphore de devenir fou, rester dans sa tête et tourner, surtout dans une condition de détox, que tout est blanc, presque une prison, mais pour ton bien-être. Et en quel moment tu as vu la connexion de l'enfermement de toi-même dans ton art artistique et pouvoir l'appliquer à cette histoire que, comme tu dis, c'est beau, c'est personnel, mais aussi parler de ça, ça devient universel et tout. À quel moment tu as eu le déclic en mode, Du coup, le déclic, en fait, c'était par rapport à cette pièce Instanté que j'avais créée en 2018, où j'ai vraiment, pour moi, c'était une pure recherche d'agrès, des questions que je me posais autour de pourquoi, qu'est-ce que je peux faire pour que la roue ne touche plus le sol, voilà, comment je peux retrouver plus la danse et moins l'acrobatie. Enfin, des questions que je me posais, je me suis retrouvé à faire ça. Quand j'ai créé Instanté en 2018, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit, je sais pas, mais moi je vois l'enfermement dans ton travail. En fait, j'ai commencé à percevoir de ça à travers des retours des gens. Et là, j'ai commencé à dire, là, c'est étrange quand même, c'est fou quand même, mais pas une personne, mais plusieurs. Même on a joué dans un festival qui s'appelle Concertina, que c'est la rencontre autour de l'enfermement, que j'étais invité pour jouer là. Du coup, après avoir réalisé ça, du coup, on a fait avec Justine Barthieu une pièce qui s'appelle Tiempo. Et pareil, là, on a travaillé sur quelque chose dans lequel on est enfermé. C'était avec la roue de 3 mètres, avec des objets, et on tournait en boucle pendant 1 heure. Mais c'est une sorte de scénographie qui tourne, mais on était enfermé à l'intérieur. Donc, forcément, je suis encore amené ces côtés-là. Je me suis dit, bon, maintenant, il faut le prendre comme... à ce moment-là, je me suis dit, il faut qu'on prenne ça comme matière, parce que là, on est là. On est là. Ouais. Pour moi, le cercle, c'est vous. Et moi, ce que j'ai pu voir à travers ce cercle et vous à l'intérieur, c'est que cet humain qui est là-dedans, il voit le monde, il en a peur et il reste dans son monde. Et je voulais savoir si ça a été une forme de thérapie pour vous. Est-ce que ça vous a servi à transcender tout ça? Parce qu'apparemment, vous dites que vous étiez intéressé par les derwiches. Donc les derwiches, c'est très spirituel et très dans la conscience de l'humanité, de la planète, tout ça. Et je voulais savoir si c'était pour dire merde au monde, arrêtez de faire des conneries, et que vous ne savez pas comment dire, donc vous restez dans votre cercle à vous, et en fait vous recevez toute la merde de ce monde-là, donc la drogue, le machin, et que vous ne savez pas quoi en faire. Donc vous cherchez dans votre cercle, c'est-à-dire dans vous-même. C'est ça que j'essaie de me poser comme question, si c'est dans cette idée-là que ce mouvement est venu, parce que là je vois que vous avez aussi des petits trucs païens, là où il faut... Donc il y a toujours quelque chose où on a foi à ce qu'il y a au-dessus, quoi. Et c'est entre... Je sais pas, non ? Wow, beaucoup d'infos. Mais en tout cas, le côté, en fait, tout à l'heure, tu as dit thérapie, quelque chose. Et moi, je crois qu'en tout cas, le cirque, c'était pour moi une façon aussi de partir de chez moi. À un moment donné, je crois que la thérapie que j'ai fait, c'est aujourd'hui d'être ici en Europe, faire autre chose de ma vie, quoi, et de partir. Après, c'est vrai que dans la matière, de tourner comme ça raconte un peu ça, de comment on encaisse, parce que ça fait mal, parce que ça coupe la respiration. Donc, il y a tout ce que tu as dit là, ça va tout à fait avec ce qu'on a fait. Donc, je trouve... Parce que ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on voit derrière ce cerceau le monde tourner, vivre, et toi, tu es dedans, et on a l'impression que tu es en train de te poser des questions, et à la fois, tu t'en prends plein la gueule, mais tu essayes quand même de chanter, de dire merde, pourquoi je suis enfermé, pourquoi ils m'emmènent là-bas. Après, c'est vrai qu'il y a, en fait, ce spectacle aussi, il est traité vachement de côté de l'injustice, en fait, parce que ce que j'avais vécu à cet âge-là, c'était assez injuste, en fait, même quand je n'avais pas des problèmes de drogue, en fait. Donc, forcément, je me suis tapé un truc qui était quand même pas... Voilà. Et
voilà, c'est... Voilà, ouais. C'était à 16 ans. Ouais, c'est ouais. C'est au moment où on essaie de s'ouvrir à la vie, au monde. Oui, complètement. Et là, tu as ouvert peut-être Ouais. trop tôt les yeux. Ouais. Mais on se rend compte que cette roue et cette manière que vous avez d'utiliser, c'est une forme de métaphore et chacun se projette. Enfin, il y a une manière aussi d'accueillir ce que vous proposez, d'être à l'intérieur de ce spectacle-là. La conversation peut se prolonger juste après, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais, il reste une au bar. question avant qu'on se retrouve juste en dessous de la salle. C'est juste une question technique. Oui. Comment vous faites pour pas avoir la tête qui tourne? À l'heure. C'est ça. Et puis Je sais pas. deuxième question, pas technique. Est-ce que vous pensez que, vous parlez de Dervish Tournois, c'est quand même une recherche de spiritualité? Une recherche de spiritualité. Et donc, est-ce que ce spectacle, il n'a pas une dimension initiatique? Oui. Merci. En tout cas, sur la manière dont il est construit, je dirais dramaturgiquement, on a pensé à ça, parce que il n'a pas l'âge du personnage, c'est lui qui raconte aujourd'hui, avec cette idée d'autofiction, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont vraies et des choses qui sont fausses. Donc oui, c'est initiatique, évidemment, puisque c'est phase A, phase B, phase C, et que c'est quand même l'histoire, de manière fictionnelle en tout cas, de quelqu'un qui traverse un chemin et qui se retrouve modifié par ce chemin, je dirais, du moment où il a commencé et de là où il arrive. Donc oui, après, sur la spiritualité, c'est pas tellement quelque chose qu'on a cherché directement, mais ça fait partie de ton travail. Ça fait partie du travail, ça fait partie des choses. Des fois, moi, j'aime bien aussi m'accrocher à des petits trucs personnels. Encore une fois, pour rappel, amener quelque chose d'universel. Ma grand-mère, elle était évangéliste. Elle était vraiment complètement cinglée de Jésus. Elle était vraiment... laisse tomber, je ne raconte même pas. La Bible H24 et tout. Donc, dans tous mes spectacles, il y a quand même, sur Santa Madera, il y avait une crucifixion. En fait, à chaque fois, j'aime bien amener un peu cette touche-là. Et en fait, quand on était en train de voyager avec les deux vidéastes en Argentine pour ce spectacle, Gauchito, il a atterri à nous, quoi. En fait, on a trouvé un Gauchito. Voilà. Du coup, on s'était dit, si, allez, ses côtés, ça retrouvera là. C'est quand même, de ce que j'ai compris, de ce que tu m'as dit, tu me dis si je me trompe, mais c'est quand même le saint qui protège les gens, les voleurs. C'est une sorte de Robin des Bois, les gens pas fortunés, les bons vivants, les épicuriens. Donc, on n'est pas tout à fait sur la même représentation en termes de symboles. Je veux dire, c'est un peu quand même le saint de la loose aussi. Oui, donc c'est aussi pour ça qu'il est quelque part dans l'histoire. Enfin, en fait, je suis à côté de Gauchito Gil, il y a San La Muerte, que c'est le protecteur des voleurs. Et les suivants sont là. Et quand tu vas dans les prisons, ils sont tous tatoués Gauchito. Il y a un bal populaire qui s'est fait, voilà, c'est très populaire. C'est le saint badass d'Argentine. Voilà. Et c'est pourquoi on vous invite à communier tous ensemble autour d'un verre, au foyer, juste en dessous de cette salle. Merci beaucoup, Juan Ignacio Toula, Mara Bijeljak. Sortir par la porte, une tentative d'évasion. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup.